C'est une rockstar. Lorsqu'elle se produit à Londres, les files d'attente commencent dès 5 heures du matin. Sur scène, comme dans la vie, elle dégage une énergie incroyable. Les foules sont en délire après chacune de ses prestations. On vient l'entendre chanter, bien sûr, mais aussi la voir bouger, pleurer, rire, habiter ses personnages comme personne. Actrice autant que chanteuse lyrique. Le monde entier nous l'envie. Elle a interprété les grands rôles liés à sa tessiture de soprano coloratour et veut désormais s'attaquer aux autres rôles, repousser les limites encore et toujours. Talent, volonté, fantaisie, énergie dans une seule et même personne. On est déjà sous le charme. Nathalie Dessay, bonjour. Bonjour. Et merci. Je ne comprends même pas comment vous avez réussi à trouver du temps pour venir nous voir. Dans un emploi du temps qui est quand même... Je l'ai pris sur le temps de ma vie familiale. Voilà. Et voilà, c'est toujours le même jonglage en fait, entre la vie privée et la vie publique. Et bon, mais j'arrive à bien me débrouiller maintenant. Parce que ça fait un moment qu'on vous court après. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah non, excusez-nous, mais là, elle est au Japon, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Ah oui, alors là, non, alors là, c'est pas possible parce qu'elle est aux États-Unis, vous comprenez. Puis là, non, alors là, elle répète tel opéra. Je dis bon, c'est fini, on ne l'aura jamais. C'est un vrai honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Et comment vous jonglez alors? Expliquez-moi, entre vos enfants, 10 et 13 ans, votre mari qui chante lui aussi, qui est baryton, Laurent Naouri, vous, votre vie, votre carrière internationale. C'est pas évident parce que je suis souvent absente. Là, par exemple, j'ai loupé beaucoup de choses depuis la rentrée puisque septembre-octobre, j'étais à Chicago. Je suis revenue donc pour le mois de novembre. Là, je repars à Vienne pour décembre-janvier. Je reviens une semaine. Je repars à New York pour 2 mois. Je reviens quelques jours. On part ensuite tous ensemble au Japon. Où, on fait une tournée avec mon mari, mais on amène les enfants. Et puis voilà, c'est toujours comme ça. Oui, je parlais d'énergie en introduction, mais c'est pas rien vous concernant, parce que l'énergie, on la voit sur scène, se développer sur scène, mais finalement c'est une énergie qui est comme ça en flux tendu dans toute votre vie. Oui, mais je m'octroie aussi des périodes où je ne fais rien du tout. Par exemple, cet été, sur 2 mois, j'ai fait un concert. D'accord. Et rien du tout dans la vie de Nathalie Dessay, ça ressemble à quoi? Si je prends ma lessive, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de... D'accord, c'est pas rien du tout. C'est la vie normale. D'accord. C'est la vie normale, avec les courses, le jardin, les enfants, voilà. Et quand même un entraînement de la voix tous les jours ou pas du tout? Non, pas tous les jours. Mais régulièrement. Régulièrement. On reste pas... Enfin... Moi, je suis restée 3 semaines sans rien faire. Mais c'est exceptionnel. C'est pas bien. Mais non, mais sans chanter. Ça peut m'arriver de temps en temps et c'est bien aussi. C'est bien aussi de se nettoyer la tête. Mais il ne faut pas le faire trop souvent parce que le problème, c'est que quand vous arrêtez 3 semaines, vous mettez au moins 3 semaines à retrouver votre niveau et votre souplesse, etc. C'est comme les athlètes ou les danseurs. C'est musculaire avant tout. Donc, c'est drôle parce que je vous écoute parler et alors, moi, j'ai aussi votre voix chantée dans la tête avec des aigus hallucinants. Et finalement, en parler, vous avez une voix... qui est plutôt grave, en fait. Hein. Oui, mais c'est aussi parce que souvent, quand j'étais gamine, on me disait « arrête avec ta voix perçante ». Voilà, on me disait ça. Elle ressemble à quoi, votre voix perçante? Je sais pas, elle était très aiguë, très désagréable, probablement. Donc, c'est peut-être une vengeance de ma part d'en avoir fait un métier et d'avoir gagné de l'argent avec cette voix perçante. Alors d'ailleurs, c'est drôle, parce que petite, vous ne vouliez pas du tout être chanteuse, vous vouliez être danseuse. Oui, je ne voulais pas me servir de ma voix, vous voyez. Oui. J'avais déjà un complexe avec ça. Oui, j'ai d'abord voulu être danseuse et naturellement danseuse étoile. Hein. Tant qu'à faire. Donc, à l'âge de 13 ans, je me suis aperçue que ça n'allait pas être possible. Parce que j'avais pas les qualités qu'il fallait, j'avais pas la technique qu'il fallait, etc. C'était déjà trop tard, etc. Puis j'étais en province, donc c'était compliqué. Mais une vraie passion, mais... Ah oui, j'ai toujours une vraie passion pour la danse. Il y a eu un deuil à faire de la danse déjà? Ah oui, et pendant quelques années, j'étais extrêmement triste et je savais pas du tout ce que j'allais devenir. Et j'étais désespérée même, je peux dire. Ah carrément. C'est pas grave, parce que le théâtre est arrivé derrière. Alors le théâtre est arrivé à 18 ans. Ouais. Et l'opéra, le chant lyrique, est arrivé par le biais du théâtre, à l'âge de 20 ans. Alors racontez-nous l'expérience où finalement vous jouez, mais c'est votre voix qui... Oui, alors moi j'étais désespérée là encore, parce que moi je voulais être actrice, et je voulais qu'on me remarque en tant que nouvelle Sarah Bernard. Et en fait, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de me dire que j'avais une jolie voix chantée et que franchement je devrais faire du chant. Donc j'en ai conclu que je n'étais pas la nouvelle Sarah Bernard. Deuxième deuil. Deuxième deuil. Et je suis allée donc, un peu malgré moi, je suis allée vers le chant et vers la musique. Et ça a été un coup de foudre immédiat ou pas? Et c'était pas un coup de foudre, en fait, c'est plus les autres qui réagissaient à la manière dont je chantais, à la facilité avec laquelle je chantais.
Alors bien sûr, je ne chantais pas à l'âge de 20 ans comme je chante aujourd'hui. C'est quand même un énorme travail, beaucoup d'entraînement. Mais déjà, quand vous êtes doué, que vous vous apercevez que vous pouvez faire des choses que les autres ne peuvent pas faire... Ou mettre 5 ans à apprendre. Ou mettre 5 ans à apprendre, voilà. Ça vous donne du courage pour vous travailler dur de votre côté. Et vous vous êtes dit, tiens, je vais creuser ce sillon-là. Oui. Parce que je me disais aussi que c'était le plus court chemin pour moi pour aller sur la scène. Donc c'était ça le but. C'était une envie de scène à la base, finalement. Oui, c'était ça le but. Ouais. Je voulais être sous les feux de la rampe, depuis toujours. Et vous arrivez à analyser d'où vient cette envie ? Probablement. Enfin, moi, je me dis que c'est pas, rien n'est un hasard, rien n'est innocent. Donc, s'il a fallu que je chante sur une scène, c'est probablement pour être entendue. Je ne devais pas me sentir entendue en tant qu'être humain parlant. D'accord, et papa, maman à la maison, quand ils entendent ce genre de choses, ils disent quand même, elle exagère. Oui, probablement que pour eux, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais chacun voit l'histoire de son point de vue. Donc, voilà. C'est quoi une soprano coloratour? Non, alors, bon, il faut expliquer que j'étais soprano coloratour avant. Mais aujourd'hui, la voix a changé, donc je suis plutôt un soprano léger, on va dire, lyrique léger. Alors, c'est quoi coloratour léger? Expliquez-nous un petit peu. D'abord, on ne devrait pas dire un soprano coloratour, parce qu'un soprano coloratour, ça veut dire un soprano agile. Or, vous n'êtes pas agile? Si, mais or, toutes les voix doivent être agiles. Ah oui. Une basse doit être agile. Une mezzo-soprano doit être agile. Donc, en fait, j'étais un soprano léger, c'est-à-dire une voix extrêmement aiguë, extrêmement claire de timbre et très souple. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, ça veut dire avec des rôles... le top de la crème du top. Non, c'est pas le top, c'est le plus aigu. Mais c'est pas forcément le top. C'est celle qui impressionne le plus, en tout cas. Alors voilà, c'est si vous voulez, au cirque, c'est un peu le numéro de trapèze. Voilà. Qu'on attend tous. Voilà. Moi, en fait, j'aurais voulu être clown. Alors forcément, il y a eu un dilemme. Oh, bon, pas tellement. Non, mais on vous voit dans certains opéras, comme La fille du régiment, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais une voix très aiguë, donc pour un certain type de rôle, des jeunes premières, des filles un peu gnangnan. Et moi, je suis pas du tout comme ça dans la vie. Ouais. J'ai un tempérament de feu, donc ma voix, quelque part, ne correspondait pas à la personnalité que j'avais. Ce qui fait que vous vous êtes retrouvée enfin, vous avez travaillé quand même les rôles du répertoire, mais rapidement à l'étroit. Au bout de 10 ans, j'avais fait tout ce que je pouvais faire dans le répertoire léger. Alors on fait comment? Non, alors on fait pas, on attend que le temps passe. Ah, c'est le fait de vieillir, tout simplement? Il y a le travail, mais il y a aussi le fait, comme pour un vin, de maturer, de mûrir. Et petit à petit, d'avoir une voix qui devient un peu plus ronde, un peu plus corsée dans le médium, qui a un peu plus de grave, peut-être un peu moins d'aigu aussi, mais qui permet justement d'aller vers un répertoire plus large, peut-être. Oui, qui monte moins haut, mais plus large. Un peu plus large. Alors, vous sortez j'allais dire un disque, mais aussi le DVD qui accompagne le DVD de l'enregistrement des cantates de Bach, avec une version. Il y a le concert d'Astrée, donc ce sont les instruments qui vous accompagnent, dirigé par Emmanuel Haïm. S'attaquer à Bach, aux cantates de Bach, c'était un vieux rêve? Oui, c'est-à-dire que Bach est mon compositeur préféré depuis toujours. Mais il n'a pas écrit d'opéra. Donc, voilà, c'est dommage, il a écrit plus de 1000 œuvres, mais pas d'opéra. Donc, il a écrit de la musique sacrée, en grande partie. Enfin, bien sûr. La plupart de sa musique est de la musique sacrée. Et moi, j'attendais d'être prête. Alors, c'est quoi être prête pour chanter Bach? C'est difficile à expliquer. C'est à la fois être prêt techniquement, mais être prêt dans sa tête aussi et dans son corps. C'est une musique assez complexe à chanter, parce que la voix n'est pas traitée comme une voix. Elle est traitée comme un instrument. Donc, par exemple, dans Bach, on ne sait jamais où respirer. Et l'idéal serait de ne pas respirer. Donc, il faut trouver un moyen que la respiration s'intègre complètement dans le flux de la musique. Il faut du métier. Il faut du métier. Et puis aussi, il s'agit de dire des textes quand même extrêmement mystiques. Donc, je pense qu'il faut avoir un certain vécu, peut-être une certaine profondeur, pour que ces textes aient un écho en vous, même si vous n'êtes pas forcément piétiste, voire protestant, comme il l'était. Alors, ça veut dire que quand on prépare Bach, on s'imprègne déjà de ce que veulent dire les textes, donc on les traduit depuis l'allemand. D'abord, on les traduit, on s'imprègne du texte, il y a la musique, la culture aussi, à déchiffrer. La culture. Après, on s'entraîne chez soi, tout simplement? Oui, enfin, moi, j'ai travaillé 6 mois sur ces cantates. Ah, quand même? Oui, donc c'est à peine 1 heure de musique, mais c'est un énorme travail, oui.
parce que la voix est traitée d'une façon très différente de ce que je fais d'habitude dans les opéras du 19e siècle. Donc c'est toute la richesse de votre métier, c'est de pouvoir piocher à droite à gauche des styles extrêmement divers. Je propose qu'on en écoute, c'est vous qui allez le présenter, parce que moi je ne parle pas allemand. En tout cas, on va écouter une cantate que vous avez choisie, vous. Oui. Il s'agit de... Ich habe genug. Ça veut dire je suis comblée. Écoutez. J'ai des frissons partout, moi. Hein. C'est... Moi, je trouve que c'est la plus belle musique du monde. Cette cantate-là, spécifiquement? Ce morceau-là, particulièrement. Quand vous l'écoutez comme ça, qu'est-ce qui Bon, remonte? quand je l'écoute, quand c'est moi, je n'entends que ce que j'aurais pu faire de mieux. Mais je l'écoute surtout par d'autres. Et c'est une musique qui me bouleverse. Littéralement. Et comment on fait alors là, vous étiez avec une complice, Emmanuelle Haïm. Comment on fait, et on va montrer sa photo parce qu'elle est juste derrière Elle est très belle. CD-DVD. Donc ça vaut la peine. Très belle. Oui. Comment on fait quand on ressent profondément les choses, comme voilà, Bach, vous le travaillez, 6 mois, etc., pour partager ce qu'on ressent avec Emmanuelle Haïm, avec ses musiciens, en projetant avec ceux qui vont acheter le disque. Enfin, il y a tout ce que vous ressentez, est-ce que vous arrivez à faire ressentir ce que vous avez à l'intérieur? J'en sais rien, justement, et c'est bien ça le problème, c'est que je voudrais tellement faire partager l'émotion que je ressens à l'écoute de cette musique. Et on n'est jamais certain qu'on y arrive, parce que c'est... Devant Bach, on se sent tellement minuscule, tellement tout petit. D'ailleurs, c'est drôle, parce qu'on dit souvent que Dieu... pourrait vraiment remercier Bach pour ce qu'il a fait pour lui. Et donc, même Dieu est petit devant Bach. Parfois. Et vous arrivez à juger finalement de votre propre rendu, parce que vous êtes entouré de gens qui vont vous dire oui, c'est bien. Enfin, quand on est connu, voilà, il y a tout un tas de gens qui vous félicitent tout le temps, qui sont impressionnés et à juste titre. Mais est-ce que vous arrivez à garder la tête froide et à dire, écoutez, c'est gentil, mais là, non. Là, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Vous n'êtes pas dupe de ça, en tout cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne dis pas que ça ne fait pas plaisir. Moi, je suis toujours contente quand les gens me disent j'ai été très émue par ce que vous avez fait. Voilà. C'est que le message est passé, c'est que la musique a été partagée. Et que donc le compositeur... n'a pas été trahi. N'a pas été trahi, mais surtout a pu... comment dire? S'exprimer à travers vous? Oui, c'est ça. Sans que vous fassiez barrage, c'est ça? Oui, c'est ça. Non seulement sans qu'on fasse barrage, mais je veux dire, un compositeur de musique, s'il n'a pas d'interprète, il n'existe pas. Il est muet, par essence. Donc, nous avons une responsabilité énorme. Et donc, si les gens me disent on a été émus, alors je suis contente. Ils ont pu rencontrer. C'est comme s'ils avaient rencontré Mozart ou Bach. C'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Oui, par ma voix. Et c'est pas moi qu'ils ont rencontré. C'est vraiment le compositeur. Alors, vous disiez que pour chanter Bach, il faut être prête. Et vous parliez aussi d'une certaine maturation, mais on a bien compris derrière, maturation aussi spirituelle. Il fallait que ça ait un écho. Oui. Vous, votre parcours spirituel, il est je vais dire spécial. Si, un peu. Bon, ben voilà. Alors, il est un peu spécial, parce que vous vous êtes converti par amour pour votre mari au judaïsme. Initialement, vous veniez de la religion catholique? Oui, absolument. J'étais baptisée, j'ai fait ma communion. Ça représentait quoi? Avant votre conversion, ça représentait quoi dans votre vie, la religion catholique? Alors, ça représentait plus grand-chose parce que j'avais cessé de croire après ma communion. Pourquoi? Oui. C'est spécial. Jusqu'à la communion, j'ai cru. Et là, vous faites votre communion, vous ne croyez plus? Non, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu trop de choses, en fait. Je me suis posé beaucoup de questions et comme j'ai pas eu c'est pas des réponses, parce que moi je suis pas trop intéressée par les réponses, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée vers le judaïsme, qui est la religion même de la question. Mais il y a des choses qui me plaisaient pas dans le catholicisme. Comme quoi, par exemple? Par exemple, comme la confession.
Ça me plaisait pas du tout. Alors je me dis, alors oui, voilà. Alors on peut pécher, on peut faire n'importe quoi. Après on va se confesser et hop, on est tout blanc de nouveau et on recommence tout à zéro. Trop facile. Ah oui, ça c'est l'interprétation des hommes, ça. Ah, mais bien sûr, Oui. évidemment. Et puis c'est une réflexion qu'on peut se faire à 12 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me froissait, qui me chagrinait beaucoup. Voilà. Ça, mais c'est un exemple. Oui. Mais ce que je n'aimais pas non plus, c'était la messe. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper ennuyeux. Et aussi les chants, je les trouvais extrêmement moches. Moi, je pense que si j'avais été élevée dans une église baptiste avec des chants super beaux, gospel et tout, je pense que je serais restée très ce que j'étais. sensible. Oui, je suis très sensible au rite. Oui. Et donc, si le rite est, j'ai l'impression qu'il est fait par-dessus la jambe, mal et dans de mauvaises conditions, m'intéresse pas. Et vous chantez dans des églises, ça vous arrive, bien sûr, ne serait-ce que pour enregistrer d'ailleurs ce CD. Vous ressentez encore quelque chose quand vous êtes dans une église? Ah oui, ah, évidemment. Ne serait-ce que ce que ça représente de travail. Quand on est dans une grande cathédrale, par exemple, on se dit le nombre de gens qui ont travaillé à l'édification de cette cathédrale pendant des dizaines d'années, le nombre de gens qui sont morts. Et en termes de spiritualité, ça vous parle encore? En termes de ce qui est porteur à l'intérieur, de ce que c'est. C'est-à-dire, c'est très impressionnant. Oui, c'est très impressionnant parce que c'est vraiment, pour le coup, des endroits qui aident au recueillement et à la prière. Mais je trouve que c'est presque triché. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, dans le judaïsme, c'est qu'on peut prier dans un appartement, dans une maison privée, dehors. Une synagogue n'est pas un endroit. Ah oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? N'est pas un endroit sacré. Le judaïsme, c'est venu par votre mari, c'est pas venu avant votre mari. Non. C'est votre mari, Laurent, qui vous a amené au judaïsme. Oui, mais là, j'ai découvert finalement quelque chose qui me correspondait beaucoup plus. Qui sont les racines de la foi chrétienne, finalement. Oui. Et qu'est-ce que vous y trouvez, notamment dans le judaïsme? D'abord, j'ai trouvé une communauté formidable, une communauté de gens qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et puis, le fait qu'on pose beaucoup de questions et qu'il n'y a pas de vérité. Par exemple, chez nous, on dit Dieu n'est ni présent ni absent, il est facultatif. Et pour moi, ça, c'est très important. Parce que... Vous l'interprétez comment, cette phrase? Je l'interprète qu'on peut être juif sans croire. C'est de l'ordre de la culture, d'un environnement culturel. Et vous êtes quel genre de Moi, je suis de cela. Vous êtes ça. C'est-à-dire, je ne dis pas que je ne crois pas, je dis que je ne sais pas. Donc je suis plutôt agnostique. Voilà, je suis plutôt agnostique. Juive agnostique de tradition catholique. Ça y est, je commence à vous mettre dans une case. Non, parce que tradition catholique, enfin de background quand même, catholique. de passé catholique. Mais en fait, tradition... Mais alors par exemple, quand vos enfants font leur bar mitzvah ou... Bat mitzvah, ça vous parle? C'est important? Là, je viens de vivre la bar mitzvah de mon fils, tout à fait dernièrement, et ça a été un événement énorme. Et quand je compare avec ce qu'a été ma communion, quand j'avais 11 ans, ça n'a rien à voir. Alors bien sûr, tout dépend de comment on prépare les choses, etc. Mais là, il y a eu vraiment un gros travail, un gros investissement de sa part, et de notre part à tous, et c'est vraiment un énorme rite de passage. Et qui a une ampleur que je n'ai pas, moi, trouvée dans la communion catholique. Un souffle autre. Oui. Pour revenir à Bach, vous citez, où est-ce que je l'ai trouvé? Ah ben oui, c'est dans ce fameux film sur vous qui s'appelle Paris-New York, Nathalie Dessay. Paris-New York, qui est passé sur France 2 il y a quelque temps. Vous dites, Bach a cette citation, « Mon cœur nage dans le sang », qui moi est une citation qui me glace, mais peut-être que vous allez pouvoir... schwimmt im Blut. Mais alors là, ça me glace encore plus. Et qu'est-ce qu'il entend par là, Bach? Si vous arrivez à comprendre... Non, mais vous l'avez chanté, donc vous avez pénétré dans les arcanes de Bach. Oui, mais comment dire, j'avais ma façon de voir les choses Comment aussi. vous l'interprétez? Mon cœur nage dans le sang. Bon, alors, pour moi, c'est une métaphore de la condition humaine. Donc c'est comme ça que je l'interprète, c'est-à-dire nous sommes sur cette terre et c'est difficile. Et c'est difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer.
C'est-à-dire, alors ça peut être par exemple, c'est difficile, je souffre, mais je crois quand même en Dieu, ou c'est difficile, je souffre, mais j'ai quand même des valeurs et je tente quand même de faire le bien autour de moi. Enfin, il y a tout un tas d'interprétations possibles. Mais pour moi, c'était ça. C'était, voilà, je ne suis qu'un vermisseau sanguinolent, mais la vie est belle, quand même. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, oui. Et l'interpréter. Plus tard, les journaux pourraient titrer Nathalie Dessay, je ne suis qu'un vermisseau sanguinolent. Ça donne envie. Vous êtes connu à travers le monde entier. Je pense que ce qui vous a consacré, mais dites-moi si je me trompe, c'est quand vous êtes passé au Metropolitan Museum à New York. Non, Metropolitan Opera, pardon, oui. Museum évidemment. Museum, c'est pour après. C'est pour après. C'est quand, d'accord. Oui, oui. Opéra, pardon. Et c'était avec Lucie de la Mer. Oui, absolument. Et c'est vraiment, c'est toujours marrant comme quoi les Français doivent aller se faire consacrer par les Américains pour revenir chez eux et se dire ah oui mais c'est vrai que c'est nous qui avons l'une des plus grandes sopranos au monde, si ce n'est la plus grande, etc. C'est bizarre, non? C'est bizarre, mais vous l'avez vécu comme ça, vous? Oui, l'Amérique nous fait rêver, de toute façon. Mais moi, c'était pas mon premier passage à l'opéra de New York, en plus. Hein. C'était la 4e ou 5e fois que j'y allais. Mais cette fois-ci, ça a été particulier parce que c'était l'ouverture, parce que c'était une nouvelle direction qui a décidé de promouvoir l'opéra et qui a décidé d'avoir un plan média cette année-là, notamment avec des affiches dans toute la ville. Pour faire en sorte que les gens... Oui, d'ailleurs, le slogan, c'était « Vous seriez malade, vous seriez fou de manquer ça. De manquer ça. » Voilà. De manquer ça. Sachant que ça fait référence à la scène de la folie. De la folie. Qui arrive en fin d'opéra. De Mad Scene, de l'opéra Lucia de la Mermour. Oui, et c'est quelque chose... Comme ça, l'opéra a fait partie de la ville et de la vie des New-Yorkais pendant plusieurs mois. Parce qu'on voyait, en l'occurrence ma tête, mais la tête d'une chanteuse d'opéra dans un rôle, sur les bus, sur les cabines téléphoniques, sur les affiches. Non, c'était impressionnant. Partout. Alors c'est une manière de démocratiser un peu l'opéra, qui a toujours cette image un peu élitiste. Vous déjà, dans ce que vous êtes, vous le démocratisez un peu, parce que j'espère. Vous n'avez pas ce côté... alors, il faut que je choisisse mes mots pour ne vexer personne, mais vous n'avez pas ce côté très, très élitiste, un peu chochotte comme ça. Vous êtes très nature. Parce que justement, je pense que l'opéra n'est pas un musée Grévin. Je pense que c'est un art vivant. Donc, au même titre que la culture pour moi n'est pas destinée à une élite. Voilà. Donc, la beauté en général n'est pas destinée à une élite avertie. Elle est absolument pour tous. Et donc c'est pour ça que je m'efforce de faire partager cette passion que j'ai de la musique, de l'opéra en particulier, parce que c'est trop dommage de passer à côté. Voilà, c'est trop dommage. Et c'est pour ça que vous avez accepté, enfin, je pense qu'on vous a demandé votre avis quand même, que l'opéra soit retransmis dans 17 villes de France, où on pouvait aller dans des cinémas, dans des théâtres, etc., voir en direct l'opéra. Donc on payait moins cher, beaucoup moins cher. On payait le tarif d'une place de cinéma. Oui, et puis se dire, voilà, je suis à Bordeaux. Voilà, je suis à Bordeaux et j'assiste en direct à la représentation qui a lieu en ce moment même au Metropolitan Opera de New York. Quasiment comme si j'y étais. Comme si j'y étais. Pour une place, le tarif. Et avec des gros plans. En plus. Et pour un prix modique. Cela dit, vous, les gros plans, parlons-en, vous favorisez, vous avantage parce que vous êtes. Toujours. Mais si, laissez-moi finir ma phrase. Parce que vous êtes vraiment l'une des chanteuses d'opéra qui est le plus expressive et on vous connaît pour vos talents d'actrice. Surtout alors que des fois on a surtout une colonne d'air qui chante et quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec le mouvement. De moins en moins maintenant l'opéra quand même se modernise et va vers plus de théâtre et de jeux d'acteurs, quoi. Pas encore assez à mon goût, mais on y vient, On se rend compte que l'opéra c'est d'abord du théâtre. Cela dit, moi je trouve que c'est une idée géniale ça de Peter Gelb, donc le nouveau directeur de l'opéra de New York. C'est vraiment une idée média extraordinaire. Parce qu'on est diffusé, oui, dans plus de 17 pays, devant, je sais pas, 250 000 personnes qui assistent au même moment, à la même représentation. Et vous, c'est une pression supplémentaire ? Oui, quand même. Quand même. 250 000, c'est plus important que... C'est-à-dire, on essaye de ne pas y penser, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Puis on se dit, mince, si je rate, ça fout mal. Est-ce que quand on a une consécration planétaire comme ça, on se donne des devoirs, enfin, on se dit, il y a des choses que je me permettais peut-être avant, ou pas d'ailleurs, mais que je n'ai plus le droit de... Non, c'est pas ça, mais ça vous force à travailler encore plus dur, en fait.
Travailler plus dur, c'est donc travailler encore plus longtemps. Préparer encore plus en amont, si c'est possible. Bon, moi, par exemple, maintenant, il y a des rôles que je prépare 3 ans avant, 4 ans avant. Ah, carrément. Je ne faisais pas avant. D'accord. Avant, je me mettais 6 mois avant, 1 an avant. Mais maintenant, la responsabilité est tellement grande que je préfère prendre beaucoup, beaucoup de temps à l'avance. Et quand on habitue les gens à l'excellence, on est obligé on n'a plus le droit de redescendre. Oui, non, compliqué votre c'est métier. C'est nous-mêmes. Moi, c'est pas tellement par rapport aux autres, c'est par rapport à moi-même. C'est mon exigence qui est bien supérieure à ce qu'elle était. Ça veut dire que, là, je crois que vous préparez la Traviata pour Santa Fe au Nouveau-Mexique en 2009. Vous travaillez depuis quand, la Traviata? Au moins 3 ans. Et qui n'est pas un rôle directement dans votre répertoire initial. Non, c'est-à-dire qu'il est aux limites de mes possibilités vocales, aujourd'hui. Donc voilà, il a fallu se préparer physiquement. Et puis c'est un rôle qui est difficile, qui est long, qui est difficile techniquement. On avait connu d'autres. Manon, c'était long et difficile. Oui, mais Manon, c'est en français déjà. Oui, et puis c'est moins difficile à chanter. Non, Traviata, c'est vraiment difficile à chanter. Il y a au premier acte, c'est très très aigu, très très brillant, et au dernier acte, soudain, c'est presque un soprano dramatique, soudain. Donc il faudrait presque on dit toujours qu'il faudrait presque 2 ou 3 sopranos pour chanter Traviata dans une même soirée. Et vous vous préparez comment? C'est toute seule chez vous? Vous avez quelqu'un qui vous guide? Enfin, comment ça se passe? Il y a plein de gens qui m'aident. Préparation. Ah oui. Non, oui, je prépare beaucoup toute seule de mon côté. J'écoute toutes les versions discographiques, toutes celles que je peux trouver en tout cas, ou toutes celles que j'aime. Ensuite, je me mets à mon piano et je déchiffre, je redéchiffre, note par note, ma ligne. Une fois que je sais à peu près lire mon rôle sans faire trop de fautes, je vais voir un coach, ce qu'on appelle un coach, c'est-à-dire un pianiste. Et avec lui, on voit quelles sont les répliques. Ah oui, avant tout ça, j'ai oublié de dire que je lis toute l'histoire et je traduis tout ce que dit tout le monde, et qui dit quoi à qui, pourquoi, etc. Bon. Donc voilà, je sais bien ce qui se passe, je sais bien l'histoire, j'ai bien visualisé qui sont les personnages et quelles sont les interactions entre eux. Mais après, musicalement, il faut travailler avec un pianiste pour qu'il vous mette un petit peu tout ça en place. Et puis après, il y a l'étape du par cœur. Donc une fois que vous avez à peu près dans la tête votre rôle, il faut que vous le répétiez 5000 fois jusqu'à ce que vous le sachiez par cœur. Et là, on n'a pas encore parlé des répétitions. Et là, c'est le travail en amont des 4 ou 5 ou 6 semaines de répétition qu'on peut avoir avec le metteur en scène, le chef et les partenaire. Il y a une vraie violence, moi je trouve, et l'affaire encore récente finalement c'était Roberto Alagna qui s'était fait huer, c'était à la Scala, je crois, de Milan. Il y a une vraie violence entre les rapports des artistes sur scène, des artistes lyriques et le public, parce qu'il y a un public. Ce public-là a un degré d'exigence qui fait que ça peut tourner rapidement à l'insulte si vous n'êtes pas à la hauteur du rôle. Ou si eux estiment en tout cas En l'occurrence, c'était plus compliqué que ça, l'histoire de Roberto. C'était des vengeances plus ou moins politiques. Enfin bon, ça n'avait rien à voir avec la qualité de sa prestation. Toujours est-il qu'il a quitté la scène. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a quitté la scène. C'est parce que lui, il avait bien chanté, il n'avait rien à se reprocher. Et donc, il a quitté la scène excédé. Et je peux tout à fait le comprendre. Parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il venait de faire. Vous la ressentez, ce rapport c'est la reine, je t'aime moi non plus avec ce public? Oui, parfois on a l'impression d'être... Alors on ne sait pas très bien si on est le torero ou le taureau. Hein. Ça dépend? Ça dépend. Oui, ça dépend. Mais c'est le jeu. C'est le jeu et c'est pas en ces termes qu'il faut penser non plus. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'entrais en scène comme on entre en guerre. J'entrais en scène comme un soldat. Et un soldat qui est entré en guerre contre lui-même. Donc c'était très compliqué. Il y avait déjà de la violence dans la manière dont vous entriez en scène. Oui, c'était douloureux. C'était douloureux. Il n'y avait pas de plaisir. Il y avait juste... il faut que j'y arrive, il faut que je leur prouve, par exemple, ou que je me prouve. Dieu merci, ça n'est plus comme ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a changé? Beaucoup de choses. La vie a passé, premièrement. Vous avez eu des enfants? J'ai eu des problèmes, j'ai eu des enfants. D'ailleurs, parfois, les deux se rejoignent. Mais bon, non, c'est pas vrai. Le fait d'avoir des enfants, ça change quelque chose dans la vie d'une cantatrice? Attention, je parle vraiment en termes de métier, bien sûr. Parce qu'on prend un coup de maturité, on prend un coup de plein de choses, d'ailleurs. Oui, mais ça vous change tellement en tant que femme que ça vous change forcément en tant que chanteuse. Vous avez chanté différemment? Est-ce que votre mari, qui est un vrai connaisseur, baryton lui-même, est-ce qu'il vous a dit, tiens,
Dans ta manière de chanter, tu es plus ci, moins ça? C'est-à-dire que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, en fait. La maternité, c'est aussi, d'une certaine manière, l'acceptance ou l'acceptation de sa féminité. Donc, pour moi, ça a été un passage de cet ordre, hein, essentiellement. Et j'ai mis très longtemps à accepter le fait que j'étais une fille. Et quand vous êtes mère, vous êtes forcément une fille. Donc là, on ne peut plus dire quoi que ce soit, on ne peut plus faire comme si. Donc c'était très important. Et votre manière de chanter, c'est matiner un peu de cette féminité-là, oui, peut-être. Du coup, il y a une sensualité nouvelle qui est apparue. On vous l'a dit. Je le sais. Peut-être que les gens ne le perçoivent pas comme ça, mais moi, pour moi, c'est assez clair. Et comment ça se passe quand on est marié avec un baryton qui a sa vie et sa carrière, lui aussi, et puis la même famille, en plus, il vous arrive de chanter ensemble. Comment ça se passe? Est-ce qu'on se critique? Est-ce qu'on est bienveillant? Est-ce que c'est, chacun chez soi, sauf évidemment quand on fait un opéra ensemble? Non, moi, on partage la même passion et on est assez ouvert. Très important. Très, très important. Un banquier, ça aurait pas été plus stable? Je crois pas. Non. Non, parce que moi, je trouve que... Enfin, je trouve que ma vie est à la fois plus compliquée et plus facile comme ça. Et le fait de savoir que la personne avec laquelle je vis comprend exactement ce que je fais dans ma vie professionnelle, moi, ça m'aide beaucoup. Ça évite aussi peut-être des tensions inutiles? Ça évite pas toutes les tensions, mais en tout cas, je trouve important de pouvoir parler de ces problèmes de boulot. Oui. Et de pouvoir comparer, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir s'entraider. Oui, moi je crois qu'il faut beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, mais il ne faut pas s'interdire de se parler de ça, de se parler de sa technique vocale, de se parler de ses problèmes, de ses doutes, de ses questions. Et on ne se l'interdit pas d'ailleurs. Donc ça veut dire que les enfants à la maison, ils entendent beaucoup parler de musique, évidemment, ils baignent dans ce milieu-là. Oui, mais on ne parle pas de ça forcément devant eux. Mais ça les intéresse ou pas, vos métiers? Non. Pas vraiment. Je crois pas. Et vous n'avez jamais cherché à les diriger, entre guillemets, l'un ou l'autre vers le chant ou la musique? C'est-à-dire, on leur fait faire de la musique parce qu'on estime que ça fait partie de la culture générale, mais je ne pense pas qu'ils deviendront des professionnels. Ou alors, ils se révéleront peut-être plus tard comme chanteurs. Mais en tout cas, comme instrumentiste, je crois que c'est déjà trop tard. D'accord. Mais ils font quand même de la musique un peu contre leur gré, comme beaucoup d'enfants, en fait. Mais moi, je les force un peu parce que je trouve que ça vaut la peine. Vous seront reconnaissants peut-être plus tard de cette culture-là aussi. Mais c'est pas grave, je fais mon boulot de parent. Alors en cela, je sais pas si j'allais dire vous êtes aidée, mais je m'avance peut-être un peu. Il se trouve que votre mari est le fils d'Aldo Naori, qui est vraiment un pédopsychiatre très connu. Et controversé. Très connu et très controversé. Effectivement, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns comme ça. Il y a Edwige Gentil, voilà, il y a aussi Aldo Naori. Est-ce que vous êtes en quête de conseils de la part de beau papa? Oui, quand même. Vous êtes assez ouverte à ça. Ah, bien sûr, mais moi je suis suffisamment bien avec moi-même pour accepter ce que les autres me disent, pour aller chercher ce qu'ils ont à me dire, et pour questionner sans arrêt. Et vous êtes d'accord avec ces prises de position? Assez, oui. Assez en général, oui. Vous avez un point commun, je ne connais pas votre mari, donc je ne peux pas en parler, mais vous avez un point commun avec votre beau-père, vous disiez, oui, il est controversé, il est provocateur. Il y a un côté comme ça chez vous, pas controversé, mais pas du tout, même, mais provocatrice, dans le sens où quand vous êtes arrivé dans ce milieu de l'opéra, notamment à Vienne, vous vous êtes dit, mon Dieu, mais je m'y ennuie, c'est poussiéreux, mais... Il faut changer tout ça. Et on vous a vu faire des opéras en maillot de bain, enfin tout un tas de choses. C'est pas que moi, en l'occurrence, c'est les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé aussi. Mais avec qui vous étiez complètement d'accord. Et complices. Et qui ont trouvé, voilà, chez vous, quelqu'un qui entendait leur désir de renouveler le genre aussi. Oui. C'est quelque chose dont vous êtes fier et vers lequel vous voulez continuer de tendre. Oui, c'est-à-dire que... oui, moi je trouve que la question à se poser en tant qu'artiste, c'est pourquoi refaire sans cesse, par exemple, les mêmes opéras? Et pourquoi les faire encore aujourd'hui? Pourquoi monter des œuvres qui ont 200 ans? Bah oui, pourquoi? Parce que elles nous parlent, et elles continuent de nous parler et de nous enseigner des choses. Voilà pourquoi. Mais ça dépend comment on les monte. Il faut les monter en se posant cette question et en se disant, voilà qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Et c'est ce rapport entre l'œuvre qui a été créée il y a 200 ans et ce qu'on est nous aujourd'hui, c'est ce clash presque qui est important et intéressant. C'est drôle, dans un extrait de La fille du régiment que j'ai pu voir,
où le public éclate de rire par moments. Enfin, c'est du bonheur. C'est la mise en scène de Laurent Pelli. Voilà, c'est du bonheur notamment. Ouais. Quelle est une mise en scène qui vous a marqué celle-là, par exemple. Par exemple, celle-là, ça a été un très grand moment de ma vie. Mais il y a eu la Lucia d'André Serban à Paris aussi, par exemple. Il y a eu Ariane Anaxos à Salzbourg, Yossi Willer, Sergio Morabito. Voilà, il y a eu quelques spectacles comme ça qui m'ont marqué. Il y a eu, je sais pas, l'Alcina de Robert Carsen. Vos héroïnes, elles vous habitent? Elles sont des compagnes ou pas? Ou vous les quittez une fois que vous êtes descendu de scène? Je les quitte une fois descendu de scène. Mais en revanche, ce que j'aime dans ce métier, c'est que je retrouve mes 5 ans. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes immergé dans le rôle, vous êtes comme quand vous aviez 5 ans en récré et que vous jouiez. Vous jouez à 5 ans avec un sérieux incroyable. Et comme si votre vie en dépendait. Et bien c'est exactement pareil pour un acteur ou un chanteur. Votre vie en dépend au moment où vous êtes en train de le faire. Ça doit être marrant pour vos enfants de voir papa et maman sur la même scène. Absolument. En train de... Absolument. Mais je crois que ça c'est très important. Enfants, ouais. Oui, c'est très important de regarder chez l'autre ce qu'est la concentration et l'immersion dans quelque chose. Dans un métier, dans une activité. Qu'est-ce qu'elles vous apprennent, vos héroïnes? Si on prend par exemple Lucia de la Mermour, qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette fille-là? Si on prend Manon, si on prend la fille du régiment, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, toutes ces compagnes? Je ne sais pas si on peut parler... oui, par exemple, Manon, c'est l'adolescente, c'est une partie de l'adolescente que j'étais. Je me souviens très bien de qui j'étais à 15 ans. De cette façon que j'avais de tout vouloir tout de suite, sans penser aux conséquences, par exemple. Et en même temps, elle est très éloignée de moi, parce que moi, je n'aurais jamais osé faire ce qu'elle fait. Je n'aurais jamais eu cette liberté de penser. J'étais beaucoup plus coincée, et beaucoup plus peureuse, et probablement heureusement pour moi, d'ailleurs. Est-ce que quand vous êtes sur scène, vous sentez, vous savez, des moments de grâce comme ça, dans un opéra, ce sera peut-être pas toujours les mêmes d'une représentation à l'autre, mais est-ce que vous sentez le moment où ça bascule avec le public, où ça y est, le public décolle complètement, vous l'emmenez avec vous sur scène? Parce que pour moi, très souvent, pas toujours, mais très souvent, le 4e mur est très présent. Le 4e mur, c'est-à-dire le mur du fond de la salle. Le mur entre nous et le public. Il y a un mur entre vous. Il y a un 4e mur virtuel. Oui, bien sûr. Donc, très souvent, on joue comme si le public n'était pas là. Alors, pas tout le temps, parce que par exemple, dans La fille du régiment, il y a carrément des adresses au public. Mais ça, c'est un autre type de jeu. Mais dans le jeu, j'allais dire, plus ou moins naturaliste, il y a un 4e mur. On ne s'adresse pas au public. On ne fait pas en fonction du public. Et quand on est dans une chambre, on est dans une chambre, dans une intimité. Et on fait partager au public l'intimité. Mais nous, en tant que personnages, nous sommes 2. Nous ne sommes pas 2700. Ça veut dire que même s'il y a des gens que vous aimez, que vous connaissez dans le public, ils ne sont pas là? Non. Vous ne chantez pas pour ces gens-là? Vos enfants viennent vous voir? Si, mais non. D'accord. C'est très clair. Oui, c'est-à-dire que si... Le fait de chanter, oui, on s'adresse à un public. Parce qu'on chante déjà fort, par exemple. Qu'on ne fera pas dans la vie. On ne chanterait même pas d'ailleurs dans la vie. Donc forcément, il y a une adresse au public. Mais j'allais dire, elle s'arrête là. Dans le jeu... on oublie. On oublie complètement. On est avec le partenaire. Avec la situation du moment sur la scène. Ce qui est impressionnant quand vous êtes sur scène, c'est que des fois vous êtes 3 heures à chanter sur scène sans compter la préparation avant, ce qui peut faire un total de 5 à 6 heures. Oui. Il y a donc cette intensité qui monte, le tombé de rideau, les remerciements, les applaudissements, les compliments dans la loge, etc. Puis finalement, les rockstars connaissent ça aussi, ou les acteurs après le théâtre, on descend pas tout de suite. La nuit, elle n'est pas terminée, parce qu'on vit encore avec le personnage, on a beau avoir ôté le costume, tout ça. Et comment vous gérez l'après? C'est pas qu'on vit avec le personnage, c'est qu'on vit dans une certaine énergie. Il y a une énergie qui est encore là. Il y a l'adrénaline qui vous monte à la tête, et il faut un temps pour que tout ça retombe. Et pour moi, par exemple, j'arrive très très tôt au théâtre, toujours. J'arrive aux 3 heures avant. Parce que j'ai besoin comme d'un sas de décompression. Ou de compression, je ne sais pas bien. Mais en tout cas, j'ai besoin de ce temps-là pour sortir de la vraie vie, pour aller dans la vie virtuelle. Pour qu'il y ait une montée en tension, en fait. Oui, pour passer en tout cas, le passage d'un univers à un autre. Et pareil, j'ai pas besoin de 3 heures pour redescendre, mais j'ai besoin d'un temps pour passer de la vie virtuelle à la vie réelle ensuite.
Et c'est quoi? C'est des parenthèses, ces moments où vous jouez, où vous chantez? Oui, c'est-à-dire c'est... Des parenthèses enchantées ou... C'est... on est quelqu'un d'autre. Et il nous arrive d'autres choses. Donc on vit une autre vie. C'est ça qui est terrible. Avoir la chance de vivre autre chose que ce qu'on vit nous, moi je trouve ça formidable. C'est 2 fois la vie. Oui. Ça vous a fait plaisir de recevoir un Laurence Olivier Award à Londres? Tu parles. Qui est une récompense destinée aux acteurs de théâtre. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Aux gens sur scène. Oui, aux gens sur scène. Voilà. Oui, alors c'était très drôle parce que quand j'étais au Covent Garden, j'ai vu toutes ces récompenses là comme ça, parce qu'ils les affichent. Ils affichent par exemple une photo de production avec dessous Laurence Olivier Award de 1986, machin. Alors j'étais là, oh, ça doit être chouette d'avoir comme ça un Laurence Olivier Award. C'est comme quand on voit ça correspond à nos Molières ou à nos César, oui. Oui, je sais pas. Non, mais César c'est pour les acteurs de cinéma. On n'a pas vraiment ça. Les victoires de la musique, peut-être un peu. Ça serait le mixte entre les Molières et la victoire de la musique. Que vous avez déjà eu en plus. Oui. Victoire de la musique oui, pour un disque qui s'appelait Le Miracle d'une voix. Oui. Oh, mais il y avait qui a été double disque d'or. Il y avait un disque de platine aussi, un DVD disque de platine. C'est hallucinant pour de l'opéra. Oui, pour de l'opéra. Personne n'y croyait. Oui, personne n'y croyait. Donc ça fait partie de la démocratisation que vous essayez d'amener. Oui, et puis par rapport à l'opéra. Oui. Puis enfin, je suis assez contente, oui, de ça parce que. Assez contente. Non, mais parce que c'est vrai que nous, les artistes classiques, on est un peu le parent pauvre du disque, quoi. La 5e roue du carrosse. 5e roue du carrosse. Souvent, le département classique se réduit comme une peau de chagrin. Je parle même pas du département de jazz. Enfin, alors que j'estime qu'on a notre place, quoi, parce qu'il y a un vrai public et puis parce que il doit y avoir de la diversité. Tout ne peut pas être réservé à la pop et au rock, quoi. Vous admirez qui dans votre... par exemple, si on devait citer une femme et un homme, interdit de me citer votre mari, hein, même si vous l'admirez. Mais qui admirez-vous dans votre catégorie? Enfin, qui regardez-vous Je sais pas. Je veux pas dire non parce qu'après les autres ils diraient oui et moi. Donc je peux pas dire dans les gens, mais ça varie. Par exemple, l'autre jour j'écoutais un disque de Bach, donc encore avec ma collègue Magdalena Kojena. Je trouve ça magnifique, j'écoute ça à tue-tête dans ma voiture et je chante sur sa voix et j'ai l'impression de faire un duo avec elle et c'est génial, quoi. Et puis l'autre jour encore, j'écoutais Angela Gheorghiu qui chantait Carmen, je trouvais ça magnifique. Bon, mais il y a plein de gens comme ça. Qui vous inspirent finalement. Oui, il y en a plein parce que ça dépend du moment. Je peux écouter tout aussi bien Sandrine Pio, Karine Dehaye. Et dans votre voiture, vous chantez comme ça? Oui, je chante avec eux. Et alors, ça donne quoi? Non, mais je suis contente. Si vous voulez, moi je suis contente d'admirer ce que font les autres, hein, et de voilà, ça m'inspire aussi. Vous chantez sans échauffement, enfin. Non, mais comme d'autres chantent sous leur douche, quoi. Oui, mais c'est moche, justement. Bien sûr, mais parce que je suis dans ma voiture, je fais n'importe quoi, mais bien sûr. Je m'en fiche, personne m'écoute de toute façon. Bah non. Donc je peux m'amuser, je fais n'importe quoi comme tout le monde en fait. Hein, bien sûr. Comme tout le monde, sous la douche. J'ose pas vous demander de nous faire un petit truc là, mais. Non, ce serait pas sympa parce que j'ai très peu dormi. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va écouter, issu du même CD de Bach, des cantates de Bach, un Alléluia qui moi m'a scotché parce que ça, bon, dans mon vocabulaire qui ne connaît pas grand-chose, voilà, ça part dans tous les sens, c'est virtuose, ça monte, ça descend, ça fait un peu des vocalises, non? Oui, absolument, des vocalises rapides. Des coloratours, on peut appeler ça aussi. Ah oui. On plane, hein? J'espère, parce que là, il s'agit d'une louange à Dieu, donc j'espère qu'on plane. Oui. Alors, vous avez dit, quand on chante, on est obligé de chanter fort, on travaille beaucoup, là, on va beaucoup solliciter. Il y a des nuances, bien sûr, et des murmures aussi. Oui. Et puis, des fois, il y a l'accident.
il y a les l'accident du travail. Il y a l'accident du travail. Ça vous est arrivé par 2 fois, si je ne m'abuse. Oui, en fait, c'était une chose, c'est pas un deux. Oui, enfin, c'est toujours des conséquences de ce qui s'est passé avant, oui, etc. C'était compliqué, mais bon, j'avais 2 choses différentes sur les 2 cordes. Donc j'avais un pseudokyste d'un côté et un polype de l'autre. Voilà. Donc à 2 reprises, on m'a opéré. Là, en 2002, une corde, et en 2004... Alors, attendez, avant l'opération, vous apprenez ça, vous réagissez comment? C'est la panique totale? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'apprends ça le jour du 11 septembre. Non. Si. 2001. Je suis à Toulouse, j'apprends ça, et je suis donc naturellement dévastée. Je monte dans le taxi et j'entends dans le taxi que les 2 tours viennent de s'effondrer. Je peux vous garantir que ça m'a calmée tout de suite. Ah oui. Donc j'ai relativisé tout de suite et je me suis dit, moi j'ai de la chance, je suis vivante, mes enfants sont vivants, ma famille est vivante. Merci. Donc tout de suite, si vous voulez, je n'ai pas eu le temps de m'appesantir, de vous apitoyer sur votre sort. Sur mon sort, franchement pas. Donc voilà. Cela dit, il faut quand même régler le problème. Donc il y a quand même de la panique. Il y a qu'est-ce que maman va devenir pour les enfants si elle ne chante plus? Oui, c'est surtout dans un premier temps, c'est surtout qu'est-ce que je vais devenir en tant qu'être humain. Donc des vrais doutes? Oui, c'est-à-dire je me voyais perdue. Ce qui est idiot, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans une vie. On n'est pas obligé de chanter pour exister. Mais enfin, pour moi... Il y a peut-être une carrière d'actrice derrière qui aurait pu naître. En tout cas, pour moi, c'était catastrophique. Ouais, c'était vraiment, vraiment dur. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que quand on a quelque chose sur les cordes vocales, ça ne fait pas mal. Donc c'est comme une maladie, mais qui ne serait pas douloureuse. Elle est douloureuse que psychologiquement. Elle est handicapante. Elle est handicapante, mais elle n'est pas ni mortelle, ni quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec un cancer, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose à la fois qui est très grave et pas grave du tout. Donc c'est très difficile à expliquer. Ça a dû être très spécial dans votre vie, parce que vous qui êtes beaucoup dans la parole, puis dans le chant bien sûr pour votre métier, d'un seul coup c'est le silence radio. Oui, mais parce qu'on se fait opérer normalement, faut c'est une semaine de silence. Parler. Ah, seulement? Oui, pas plus. Il faut une semaine pour que la corde cicatrise. Et théoriquement, vous pouvez chanter au bout d'une semaine. Sauf que, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est là que vous pouvez plus chanter. Dans la tête? Oui. Et c'est ça qui est difficile à reconquérir. C'est la confiance, parce qu'elle est totalement perdue. Et comment on fait? C'est le temps. Il faut y passer du temps. Moi, j'ai passé 2 fois 8 mois. Donc là, on annule tous les opéras qui étaient prévus. On annule tout, et on passe 8 mois à chaque fois à retravailler tout doucement, à réapprivoiser l'instrument, en fait. Vous avez quel rapport avec votre corps quand on vous voit avec une taille parfaite? On se dit qu'il y a une grande maîtrise du corps chez vous, en tout cas. On sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Disons que j'aime bien l'idée que je m'exprime à la fois par la voix et par le corps. Donc, en fait, tous ces problèmes liés à la voix, ça m'a fait réaliser que tout est un. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas séparé du corps, évidemment, mais que la voix chantée n'est pas séparée de la voix parlée, et que la voix tout court n'est pas séparée ni de l'esprit, ni du corps. Vous qui aimez vous renouveler, qui êtes très fantaisiste, vous avez d'autres envies que l'opéra? Vous avez déjà enregistré c'était quoi, La Petite Sirène? Alors, La Petite Sirène, ça c'est l'album que je viens enfin, le livre-disque qu'on vient d'enregistrer pour Didier Jeunesse. C'est un livre qui raconte l'histoire, où vous faites les voix, je fais toutes les voix, oui. J'avais déjà enregistré La Boîte à Joujoux, et c'est sur une musique de Grieg, arrangée pour un quintet avant, si je ne m'abuse. Quintet Agora. Et vous, là, vous jouez vraiment de toutes vos facettes, parce qu'il y a la voix de la sorcière qui fait sorcière, quoi. Ça fait... Oui, c'est ça. Voilà. Et puis il y a la voix de la petite sirène, qui est tous comme ça. Oui, j'adorerais, moi, faire des voix de dessins animés, de films, tout ça. De doublage, oui. Vous voulez dire? Oui. Ouais. Oui. Y a des envies de théâtre, tu semblais comprendre, en tout cas d'actrice pure, en tout cas. En 2010, on a un projet de théâtre. On est en train de chercher une salle. Avec le même metteur en scène que celui qui a fait... Non, c'est pas ça, avec La Fille du Régiment, ça n'a rien à voir. Non, mais avec Laurent Pellier, on a un autre projet pour oui, il me semble bien. Pour le prochain printemps, autour de chansons de Michel Legrand. D'accord, ah oui. Ah oui, donc là, on est plus côté variété, alors. Ouais. Ça vous tente? C'est-à-dire que Michel Legrand, ça me tente. Ah oui, d'accord, c'est très spécifique. Oui, c'est très spécial. Mais on sent qu'il y a des envies comme ça du côté des sopranes, de tirer vers, sortons de l'univers de l'opéra très chic et allons voir ailleurs si j'y suis.
Oui, mais c'est surtout que Michel Legrand fait partie de ma vie depuis bien plus longtemps que les compositeurs d'opéra, finalement. Moi, il fait partie de ma vie depuis que j'ai 5 ans, depuis que Podane est sorti. Donc, j'estime que c'est presque plus légitime encore que l'opéra. 2 petites questions pour terminer l'émission. C'est quoi pour Nathalie Dessay réussir sa vie? Alors c'est, j'allais dire comme pour beaucoup de femmes, réussir à la fois dans son métier et à ne pas abandonner pour autant son rôle de mère et d'épouse. Et ça, c'est au moulin. Très difficile. Oui. Très difficile, mais bon, jusqu'ici tout va bien, comme disait l'homme qui s'est jeté du 10e étage et qui, à chaque étage, avant de tomber, disait jusqu'ici tout va bien. Ah oui, c'est cynique ça. Hein. Non, mais c'est vous en êtes à quel étage vous de la vie. Oh, 9e. Et dernière question, quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait, celui qui vous a le plus touché depuis que vous avez démarré? Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement touché? Il y en a un très mignon. Très mignon, c'est peut-être pas le plus beau, mais c'est le plus mignon. C'était il y a 2 ans, donc j'étais déjà... Enfin, je n'étais plus une toute jeune fille. Je chantais Pamina à l'Opéra de Santa Fe, et il y a quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui a dit comme ça au directeur de l'opéra, « Cette petite ira loin ». Et ça, j'ai trouvé que c'était formidable. C'est très joli, effectivement. Ben, je vous remercie infiniment, Nathalie Dessay, d'avoir fait une escale chez nous. On vous souhaite quoi pour la suite? Parce que là, ça va s'enchaîner après, hein, une fois que vous serez reparti. Moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Ah, ça, c'est une devise qu'on devrait peut-être tous s'appliquer. Oui. C'est bien. Je vais réfléchir. Oui. Je vous le souhaite, moins, mais mieux. Merci infiniment. Bonne suite, bonne continuation. Tout de suite,